Et pour nous donner les détails historiques de cette cité médiévale, évidemment, mon historien favori est avec nous, le spécialiste du tourisme, Jean-Sébastien Petit-Demange. Balade-moi à Montluçon. Montluçon qui est la plus grande ville du département, ça n'en est pas la préfecture est en Moulins, mais c'est la ville par la population et l'activité économique qui est la plus importante ici. Alors premier épisode de notre visite de Montluçon, la vieille ville. La ville médiévale qui s'étale comme un escargot autour du château qui lui-même est posé sur une colline, une forteresse qui trouve son origine au Xe siècle, qui était destinée à protéger un passage important, le passage du Cher, qui passait du sud au nord du royaume. Et ce département, ce coin de France a été un temps aux mains des Anglais. Il a été récupéré par Philippe Auguste en 1202 et il l'a confié, Philippe Auguste, au sire de Bourbon. Histoire, visite, vieille ville. Par sa position stratégique au nord du Massif central, Montluçon a de tout temps été un carrefour culturel et commercial. Les premières traces historiques de la ville remontent à l'époque gallo-romaine. Après la défaite de Vercingétorix et la conquête de la Gaule, les Romains décidèrent de s'installer sur le seul massif rocheux aux alentours. De là, à 110 mètres d'altitude, le panorama offrait un promontoire idéal pour un poste de surveillance. Au XIVe siècle, Louis II, duc de Bourbon, décida de s'y installer et de protéger la petite cité médiévale avec des fortifications. La vieille ville s'est progressivement construite en contrebas des murailles. Une vieille ville qui avait, mettons, 8000 habitants à peu près au Moyen-Âge. Qui était entouré de 42 tours. Aujourd'hui, la cité médiévale, en contrebas de l'esplanade du château des Ducs de Bourbon, est l'un des lieux préférés des Montluçonnais. Un quartier chargé d'histoire, où à chaque coin de rue se cachent de nombreux vestiges du passé. Depuis la place de la Comédie, on découvre le pittoresque passage du Doyenné. Percé au XIIIe, il permettait alors aux moines de circuler aisément entre une ancienne chapelle et l'église Notre-Dame. Une église qui renferme elle aussi un patrimoine exceptionnel. L'église Notre-Dame de Montluçon peut se vanter d'avoir en son sein beaucoup d'œuvres qui sont restées in situ depuis l'origine. Beaucoup de tableaux des 17 et 18e. Le plus remarquable, et ce qui vaut vraiment le détour dans cette église, c'est la grande Pietà. C'est une œuvre remarquable à tout point de vue. Malgré les siècles qui passent, Montluçon a su conserver de remarquables témoignages du mécénat des Ducs de Bourbon. En traversant le quartier Saint-Pierre, il suffit de lever les yeux pour admirer de nombreuses maisons à pans de bois datant du XVe siècle. Ici, les rues sont étroites et on y circule uniquement à pied. Et en parcourant cet entrelacement de ruelles, nous arrivons à la place Saint-Pierre. Devant nous se dresse l'une des plus anciennes bâtisses de la ville. Véritable institution, les jours de marché, il est difficile de trouver une place parmi les habitués de ce bistrot. Et depuis des décennies, ce bar est tenu par des femmes. Et aujourd'hui, c'est Mireille qui a pris la relève. Je suis tombée amoureuse. J'ai toujours aimé ce bar. Et le jour où j'ai su qu'il était à vendre, je me suis dit pourquoi pas. Et je l'ai acheté. Je pense que c'est devenu une institution. Je suis quand même au cœur du marché, donc je n'ai pas tellement de mérite. Ça se fait tout seul. Voilà, un peu de gentillesse, du sourire, un bon vin, une terrasse, voilà. Dans une ville qui respire à travers ses murs l'histoire de la région, il n'est pas rare qu'aujourd'hui encore on trouve de nouveaux trésors. À la sortie de la cité médiévale, nous avons rendez-vous avec l'association des Amis de Montluçon. Depuis 1971, ils restaurent le château de Bien-Assis. Et il y a tout juste un an, ces passionnés ont fait une incroyable découverte. Derrière la peinture se cachait une fresque du XVe. On a échappé de très peu à la destruction puisque les maçons devaient venir piqueter les murs et remplacer les enduits. Quelqu'un a vu apparaître des écailles de peinture et donc a fait arrêter les travaux. Pour Montluçon, c'est une grande découverte parce qu'on n'a pas d'autres exemples de ce type de décor. Et je pense que lorsque la restauration complète sera terminée, on aura un ensemble qui raconte un certain nombre de faits héroïques qui se sont déroulés dans le passé. L'association s'attelle depuis des années à sauvegarder des morceaux du patrimoine de la ville. Et dans la cave du château, on retrouve des pièces rares et chargées d'histoire.
Ce qui est très intéressant dans cette cave, c'est que nous avons des éléments de périodes très diverses. Ça va du gallo-romain, par rapport aux balustrades d'origine de l'église Notre-Dame et des gargouilles de l'église Notre-Dame, ainsi que de monuments qui ont disparu de Montluçon, tels que des éléments qui proviennent du château jaune. Et puis enfin, à signaler, dans cette cave, à la sortie, nous découvrons donc une source qui autrefois alimentait le château. Fiers de ce patrimoine, les Montluçonnais se doivent d'en prendre soin. En plein cœur du centre médiéval, nous retrouvons Daniel. Avec sa femme, aujourd'hui disparue, ils rachetèrent en 1996 cette bâtisse. Mais à l'époque, rien ne laissait présager qu'ils allaient découvrir une telle façade. Quand mon épouse a découvert cette maison, elle était dans un état totalement différent. À côté de cette façade, il y avait une maison, celle-ci, et cette maison, elle était là, juste là. Et donc on ne voyait rien, on voyait une vieille façade. Et quand nous l'avons eu démolie, on a pu faire réapparaître au grand jour la tour d'escalier du XVe siècle, les pans de bois que nous avons reconstitués. Et au sommet de la tour d'escalier, nous avons recréé le belvédère tel qu'il est décrit au XVIIIe siècle. Pendant près de 10 ans, Daniel et son épouse œuvrent pour restaurer cette maison. Aujourd'hui, les murs et les poutres apparentes divulguent toutes les interventions pratiquées au fil des siècles. Chaque propriétaire y a laissé sa trace. Dès qu'on gratte quelque part, petit à petit, on fait des découvertes. Donc, je crois que quand on aime l'ancien, il faut apprendre à lire dans les pierres. Tout est écrit dans les pierres. Si on les regarde bien, elles portent la trace de toute l'histoire de la maison. Grâce à des passionnés comme Daniel, la cité médiévale a su garder son caractère. Mais plus encore, elle semble ne pas avoir dévoilé tous ses mystères. Dis donc, un bon reportage, Jean-Sébastien. Là, on sent vraiment... on y est, hein. C'est une vieille ville. Les Bourbons, nous y sommes. C'est une vieille ville qui est extrêmement animée durant l'été et il fait bon se balader dans cette ville bourbonnaise, s'il en est, parce que qui dit bourbonnais, tu l'as dit Laurent, dit Bourbon, effectivement dynastie royale donc, et dans ce coin de France, eh bien, de cires en dames, l'ascension incessante de cette dynastie des Bourbons s'est faite vers le pouvoir royal. Les barons sont devenus ducs en étant au service du roi. La fille de Louis XI a été mariée à Pierre II, duc de Bourbon. Comme ça, le lien s'est fait avec la famille royale. L'histoire a continué au moment où le fils du duc Antoine de Bourbon et de la reine de Navarre est devenu roi de France sous le nom de Henri IV. Suivirent toute la série des Louis, 13, 14, 15, 16, 18. Il y eut également Charles X et Louis-Philippe. 8 rois ont pour berceau l'Allier. C'est pas n'importe quoi. Alors là, bravo. Voilà, vous avez compris qu'on est vraiment dans la cité de l'histoire de France. Les Bourbons, c'est ici. Voilà, et vous saurez tout d'ici la fin de la semaine.